Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus donc, dans ce webinaire intitulé « Dette, quelle stratégie pour préserver les intérêts de l'Afrique à long terme ?» Je me présente, Anna Diaz-Borges, et je suis journaliste pour la BBC à Londres. Alors, ce webinaire, il faut le savoir, c'est le dernier d'une série de 6 webinaires dédiés uniquement aux dirigeants d'entreprises opérant en Afrique autour des conséquences de la Covid-19, et il est organisé par The Africa CEO Forum en partenariat avec le cabinet d'avocats international Asafo & Co. Alors, avant d'entrer dans le vif du débat, juste quelques petites infos pratiques. N'oubliez pas que vous avez l'opportunité, messieurs, dames, de poser des questions par écrit durant ce webinaire. Alors, il y a pour cela un onglet questions-réponses que vous trouverez en bas de vos écrans et je soumettrai vos questions en fin de débat à nos intervenants. C'est également, bien sûr, une excellente opportunité pour vous de contribuer à notre discussion aujourd'hui. Votre avis est primordial pour nous et aussi un sondage, plutôt 2, seront lancés pendant la conférence. Alors, je vous invite vivement à y participer. C'est une façon, encore une fois, de nous dire ce que vous pensez sur les sujets qui sont débattus. Et enfin, voici le hashtag à suivre et à partager à souhait sur les réseaux sociaux. Il s'agit de ACF Digital Events en un seul mot, comme vous pouvez le voir. Alors, en l'espace de 10 ans, la dette africaine a augmenté de 150%, la dette totale, pour atteindre un montant supérieur à 500 milliards de dollars. Alors, dans ce contexte inédit, véritablement, de la crise de la Covid-19, eh bien, plane à présent le spectre de la toute première année de récession continentale depuis 25 ans. La capacité à présent des pays africains à rembourser leurs créanciers est brusquement remise en question. Alors, quel scénario envisager, si je puis dire, pour éviter le pire? De nombreuses voix se sont ces derniers mois déclarées en faveur d'une annulation partielle ou voire totale de cette dette. Mais est-ce que c'est la meilleure voie à suivre? En effet, cette annulation, est-ce qu'elle n'éroderait pas la confiance des prêteurs internationaux? Et s'il faut impérativement de nouveaux emprunts pour relancer les économies, on le sait bien, comment garantir que ces nouveaux prêts préservent les intérêts de l'Afrique sur le long terme? Alors voilà, autant de questions auxquelles nous tâcherons aujourd'hui de répondre en compagnie de nos panélistes que j'ai le plaisir de présenter. Tout d'abord, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal, Monsieur Amadou Hott. Également, bonjour ministre, monsieur le ministre. Également monsieur Patrick Agboyibor, associé gérant chez Asafo & Co. Et monsieur Désiré Vankata Lacheloum, qui est directeur du département mobilisation des ressources et partenariats à la Banque africaine de développement. Alors, nous devions être en compagnie, il faut quand même le souligner, de Madame Assatoun Sélé, trésorière à la BAD, mais elle a malheureusement été contrainte d'annuler sa participation pour des raisons de santé. Évidemment, nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous nous excusons car, eh bien, de ce fait, il n'y aura pas de femmes dans ce panel. Alors, au cours de notre webinaire, nous aurons également les éclairages de 2 experts. Il s'agit de Samir Gadio, responsable de la stratégie Afrique chez Standard Chartered Bank, et de Adrien Guidet, qui est associé chez Asafo & Co. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de laisser la parole à Nadine Tinen, qui est directrice générale de PwC, Afrique francophone subsaharienne. Madame Tinen dirige une équipe d'environ 800 consultants multisectoriels, dont une trentaine d'associés, répartis dans une dizaine de pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et ainsi qu'à Madagascar. Bonjour, Madame Tinen. Bonjour, Marie. Bonjour, c'est à vous. Merci. La question que pose ce webinaire est une question qui est très importante. La préservation de l'Afrique à long terme dans un contexte, certes, de Covid-19, mais également dans un contexte d'augmentation, de croissance de la dette africaine, comme on peut l'observer sur la slide suivante. Depuis les années 60 aux années 2018, nous pouvons observer que la dette des pays d'Afrique subsaharienne est très élevée,
mais surtout, elle est en croissance constante. Elle est en croissance constante en ce qui concerne la dette publique, parce que nous voyons qu'en 2018, cette dette publique des États d'Afrique subsaharienne se situe à plus de 350 milliards de dollars. Et elle a été très constante pour plusieurs facteurs. Le choc des produits pétroliers qui a donné lieu dans les années 70-80 à l'accroissement des taux d'intérêt qui, au moment des indépendances, étaient presque proche de zéro et qui avait donc favorisé par les États devenus indépendants un recours à cet endettement pour financer la construction de leurs États. Mais avec le choc des produits pétroliers, les taux d'intérêt se multiplient et les États sont obligés d'accroître leur capacité et même d'accroître le niveau d'endettement pour pouvoir faire face au remboursement. Ensuite, nous avons la dépréciation des monnaies et enfin, nous avons la chute des cours des matières premières. Tout cela a entraîné une évolution assez constante et la seule fois où nous pouvons constater une décroissance de cet engagement, de cette dette publique, c'est lorsque nous avons une embellie des cours des matières premières dans les années 2010, les années 2010, et également ça coïncide avec la mise en place des initiatives, à l'instar de l'initiative PPTE, pour réduire la dette. Seulement ces dettes publiques importante n'est pas la seule dette. Vous l'avez très bien dit, Anne-Marie, la dette extérieure aujourd'hui des États africains s'élève à près de 600 milliards, exactement 583 milliards de dollars. C'est une dette multiforme. Nous voyons une dette publique avec des bailleurs en multilatéral ou en bilatéral, une dette également à l'égard des acteurs privés, donc avec notamment la possibilité d'accéder au financement, une dette également accordée par les institutions internationales, et il faut rajouter à cette dette extérieure une importante dette intérieure. Et la dette ou le caractère multiforme n'est pas la seule caractéristique, comme nous allons le voir sur la slide suivante, de la dette dans les économies africaines. Cette dette des économies africaines est fragmentée, c'est vrai, mais au sein de cette fragmentation, on peut relever que la Chine aujourd'hui, en raison de 40% dans la dette publique multilatérale, à hauteur de 40%, est le principal créancier des États africains. Cette dette africaine est cyclique, elle est liée, on l'a vu précédemment, à la phase de hausse des matières premières. Chaque fois qu'il y a une baisse des cours des matières premières, le niveau de la dette augmente de manière importante. Et ça augmente de manière tellement importante qu'aujourd'hui, la dette représente 56% du PIB des États africains. Entre 2008 et 2018, cette dette est passée de 38 à 56%. Et elle représente, en ce qui concerne la dette intérieure, 3% en moyenne du PIB. Et lorsqu'on dit 3%, en réalité, elle peut aller jusqu'à plus de 8% dans certains pays, notamment les pays exportateurs de pétrole et également les pays dans lesquels le régime de change est fixe. Et dans cet environnement était prévu, avant l'arrivée de Covid-19, un service de la dette pour 2020 évalué à 44 milliards. Dans un contexte assez fragile dans lequel nous verrons intervient Covid-19. En slide suivante. Intervient Covid-19 et Covid-19 va constituer l'accélération, ou je dirais un accélérateur dans le questionnement à avoir. L'impact est très important et il est immédiat. Tout de suite, on note une baisse des entrées de devises, une baisse des recettes fiscales liées à l'impact pour les activités des principaux acteurs économiques, une baisse également de l'estimation des taux de croissance, un impact certain sur l'augmentation de la pauvreté, une baisse des envois de la diaspora, donc des migrants, une baisse significative des recettes d'exportation des matières premières, avec bien sûr une augmentation du taux de chômage de 40%, plus de 40%, et un ensemble donc de facteurs, un ensemble de conséquences qui posent immédiatement la question du besoin urgent de financement pour l'Afrique, de besoin urgent d'endettement pour l'Afrique, évalué très rapidement à 100 milliards pour pouvoir faire face
aux enjeux du Covid-19 ou pouvoir faire face aux défis observés en raison de la chute de ces recettes fiscales à la chute de ces recettes publiques. Dans cet environnement de Covid-19, avec ces questions, est-ce que la solution à ces besoins urgents de financement, comment est-ce qu'elle doit être posée? Est-ce que ce doit être une solution en raison des types d'économies, puisque l'Afrique, c'est plusieurs pays, ce n'est pas une Afrique, c'est une Afrique plurielle. Est-ce qu'il faille faire pour adresser et trouver des solutions, une sectorisation, une classification, comme a pu le proposer M. Tidjane Tcham, en faisant donc le distinguo entre une première catégorie de pays qui ont un aspect, un financement, une performance économique importante et pour lesquels la dette est soutenable, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Est-ce qu'il faille également traiter différemment la deuxième catégorie, qui est celle des pays ayant une dette soutenable ou à moyen terme, mais qui aujourd'hui, en raison notamment de la chute des cours des matières premières, ont un besoin important à très court terme de liquidité? Ou alors, faut-il avoir une solution également adaptée, appropriée aux pays qui ont également les mêmes difficultés, mais aujourd'hui ont une dette qui n'est déjà pas soutenable à court terme? Quelle réponse apporter? Qu'on fasse la classification ou que la classification ne soit pas faite, la réalité, c'est que la réponse nécessite une mobilisation, non seulement de l'Afrique, mais une mobilisation de l'Afrique et de la communauté internationale. Et comme on peut le voir sur la slide suivante, la réponse immédiate apportée en raison de la mobilisation entre l'Afrique et la communauté internationale a donné lieu rapidement à des accords pour avoir un moratoire. Le moratoire, il faut le préciser, donc notamment du G20 et des membres principaux du Club de Paris, couvre 32 milliards du service de la dette. Les 32 milliards, en ont 12 milliards détenus par les États, 8 milliards détenus par les créanciers privés et 12 milliards détenus par des institutions internationales. La Chine également a annoncé l'allègement de la dette des États africains. Ces mesures d'urgence ou pas d'urgence sont appréciées de manière très, très différente par les principaux acteurs parce que pose la question de la préservation des intérêts de l'Afrique. Une vision appuyée notamment par les institutions internationales consiste à considérer que les allègements, les révisions des dettes des États africains doivent être impérativement effectuées pour permettre aux États africains de faire face aux enjeux du Covid-19, de pouvoir assurer la protection sociale des populations les plus faibles, de pouvoir également soutenir l'économie des acteurs privés à l'intérieur des pays et considère même que cet allègement de la dette peut aider à la viabilité des dettes des États africains. Seulement, même si cet allègement peut apporter une marge budgétaire immédiate, donc un souffle pour les États africains, il y a également une vision, notamment celle des créanciers privés soutenus ou accompagnés par certaines agences de notation et même certains États qui consistent à considérer que l'allègement n'est pas nécessairement la solution dans la mesure, et on le constate déjà pour certaines agences de notation, ça ternit la perception de crédit de l'État, ça ternit son image et ça peut impacter de manière importante sa capacité d'accès au financement dans le futur. Et surtout, ce n'est nécessairement pas une solution en raison de la difficulté ou des difficultés structurelles que nous observons depuis plusieurs années. On est parti tout à l'heure des années 60 et qui posent véritablement la préservation des intérêts de l'Afrique. Donc, que faire? Le débat, certes, est-ce que l'allègement va conduire à un cercle vertueux ou plutôt à un cercle vertueux? En tout état de cause, qu'il soit question d'allègement ou de non-allègement, la réalité, comme nous le voyons à la slide suivante, est l'urgence, l'impératif pour les États africains
de repenser en cette période de Covid-19 certains nombres de facteurs clés lorsqu'on parle de préservation de l'Afrique à long terme. La fiscalité. Le taux de pression fiscale représente aujourd'hui, dans la quasi-totalité des pays africains, 20% du PIB, alors que dans les pays qui se portent mieux, cette fiscalité est estimée à 40% du PIB. Ensuite de la fiscalité, la question des investissements. L'emploi de la dette ne doit-il pas être affecté nécessairement aux dépenses d'investissement, puisqu'il faut des infrastructures pour pouvoir continuer de soutenir et de développer l'économie. Les taux d'intérêt sont également un impératif parce que les taux d'intérêt restent très élevés. Dans certains cas, on peut observer des taux d'intérêt qui représentent plus du double du taux de croissance économique de l'État considéré. La question également de la monnaie est un sujet à adresser avec beaucoup de courage, parce que comment définir une politique économique, une politique monétaire, si l'État africain n'a pas la souveraineté en ce qui concerne son pouvoir monétaire. Et au-delà de la monnaie, également la question de la gouvernance, de la transparence, du contexte de confiance qui est impératif aujourd'hui pour que l'Afrique puisse mettre les bases du développement des intérêts à long terme, la productivité. Il faut que les acteurs économiques au sein des États africains soient productifs, se situent dans une marge de productivité comparable à celle des acteurs sur le marché international. Comment organiser cela? Est-ce que ça va passer par une restructuration de la dette? La restructuration de la dette, quelles sont les conditions, les impératifs, les mécanismes à pouvoir réinventer pour que ce soit adapté à la situation que nous connaissons de l'Afrique depuis les années 1960, et donc à une question de transformation. Donc, avec Covid-19, l'impératif de transformation des États africains sur différents sujets incluant le système de santé, le système d'éducation, le système donc, de diversification des sources de revenus, le système de développement d'une économie, d'un entrepreneuriat interne, le système également de régulation pour soutenir ces investissements, pour soutenir cette croissance économique. Autant d'enjeux, autant d'impératifs déjà existants, mais plus que jamais poussés par cette crise, parce que vous le savez, mais je vais juste le redire, lorsque la situation d'endettement est déjà très importante, à la moindre crise, la situation devient encore plus fragile. Et lorsqu'on parle de fragilité, au-delà de l'aspect économique, il faut craindre, et nous vivons dans un environnement mondial, il faut craindre les répercussions que cela pourrait avoir au niveau de l'ordre mondial. Donc, impératif de transformation et sans doute d'autres questions, d'autres problématiques qui seront discutées par les membres du panel, à qui je vais laisser le floor, tout en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup Nadine Tinel. Vous nous avez offert une belle mise en bouche, si je puis dire, des sujets chauds qui vont être débattus aujourd'hui, notamment le fait qu'il faut penser l'Afrique au pluriel. C'est vrai qu'on ne le répète jamais assez. Vous avez également souligné les questions qui sont impératives pour les intérêts donc, sur le long terme du continent, notamment la question de la fiscalité, de la monnaie qui suscite tant de débats. Merci beaucoup. Merci Marie. Alors, il est temps de passer à la première question du sondage du jour. Cela va s'afficher dans quelques instants. Alors, dans le cas présent, à qui diriez-vous que la responsabilité de la soutenabilité de la dette de votre pays incombe en priorité? Je vous invite tous à prendre part à ce premier sondage et je dévoilerai vos réponses d'ici quelques instants. Et allez, on passe tout de suite à nos panélistes pour tout d'abord évoquer la possible dimension structurelle de l'endettement du continent. Et là encore, Madame Tinel en a parlé.
Et je me tourne tout de suite vers notre illustre panéliste du jour. Il s'agit de Monsieur le ministre du Plan et de la Coopération du Sénégal. Alors, avant d'entrer au gouvernement sénégalais, Monsieur le ministre fut nommé en 2016 vice-président chargé de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte à la BAD. Doté de 20 années d'expérience dans le secteur privé, Monsieur Amadou Hott, ministre donc du Plan du Sénégal, a été fondateur et directeur général du Fonds souverain du Sénégal, ainsi que d'Afri Bridge Capital. C'est une société d'investissement panafricaine. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Bon, bonjour Anne-Marie, bonjour tout le monde. Et j'ai envie de dire Nengadef. Magnifique, santé Yalla, jërëjëf. Alors, Monsieur le ministre, on va rétro-pédaler un petit peu pour souligner qu'en 2005, eh bien, avait été mise en place l'initiative PPTE. C'est l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et assurant un allègement de la dette multilatérale d'une trentaine de pays africains, dont votre pays, le Sénégal. Alors, 15 ans plus tard, comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, que l'Afrique eh bien, se retrouve dans une telle situation, dans une situation comparable? Est-ce que c'est un petit peu un retour à la case départ et pourquoi d'après vous? Bonjour Anne-Marie. D'abord, je salue tous les panélistes, des visages reconnus qui sont familiers avec Pascal et Désiré de la BAD. Je vois simplement qu'ils ont tous des barbes blanches. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Désiré n'avait pas une barbe aussi longue avant. Anyway, c'est un plaisir de vous retrouver tous. Il est vrai qu'en 2005, il y avait l'initiative donc PPTE qui concernait surtout la dette officielle bilatérale, donc des pays vers des pays africains, mais il y a eu également l'initiative d'allègement de la dette multilatérale, donc la dette multilatérale essentiellement auprès d'institutions telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, etc. Il est vrai que ces initiatives ont permis d'annuler, de restructurer plus de 70 milliards de dollars en fait, de capitaux que l'Afrique devait rembourser. Et pour la plupart du temps, ces capitaux ont permis donc d'octroyer des espaces budgétaires, ayant permis surtout de lutter contre la pauvreté, d'investir dans des infrastructures essentiellement sociales. Mais cette opération n'avait pas permis vraiment de résorber le gap infrastructurel. L'Afrique a un gap immense comparé au reste du monde et l'Afrique, donc, du coup, a besoin de plus d'investissements extérieurs, de plus de financement extérieur que la plupart des pays dans le monde. 15 ans après, nous sommes dans cette situation. Mais il faut noter aujourd'hui, l'Afrique et le monde font face à la crise la plus importante depuis les années 29. Cette crise, elle est pire que la crise de 2008-2009, ce qui fait que tous les pays sont affectés, même les pays qui jadis ont soutenu l'Afrique. Donc la situation africaine, elle est par contre, elle n'est pas uniforme, elle est diverse. Selon les pays, il y a des pays les plus pauvres qui sont dans des difficultés encore plus dramatiques, des pays qui sont les plus fragiles, peut-être qui ont besoin que leur dette peut-être soit annulée, on va y revenir, mais ce qu'il faut, la situation de l'Afrique, elle n'est pas uniforme, il faut tenir compte donc des cas par cas, chaque pays a sa situation, un pays par exemple comme le Sénégal, et c'est valable aussi pour beaucoup d'autres pays, n'a pas un problème de risque de surendettement, n'a pas un problème de viabilité de sa dette et n'a jamais connu, et je peux même présager, ne connaîtra jamais un problème de défaut sur sa dette. Le faire défaut sur sa dette ne fait pas partie de notre vocabulaire. Quelle que soit la situation, nous ferons face et nous faisons face jusqu'ici. Et c'est le cas aussi pour beaucoup de pays africains. Donc, il faudrait qu'on examine au cas par cas les situations de chaque pays. Mais un pays comme le Sénégal aussi a besoin de beaucoup plus de ressources pour éviter que la crise actuelle de la pandémie, de la COVID-19, n'érode tous les sacrifices, tous les efforts que nous avons faits durant
les 5 dernières années grâce au plan Sénégal émergent initié par son Excellence le président Macky Sall. Et ce plan nous a permis quand même d'avoir 6,6% de croissance du PIB en moyenne durant les 5 dernières années. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Encore une fois, vous avez bien souligné que la question doit être étudiée au cas par cas, hein. Donc, il faut vraiment penser l'Afrique en termes de pays individuels et de situations particulières. Merci beaucoup. On revient vers vous très prochainement. Mais je me tourne à présent vers Monsieur Pascal Agbo-Ibor, qui est, je le rappelle, associé gérant chez Assafo & Co. et qui est l'un des avocats les plus importants d'Afrique francophone. Monsieur Agbo-Ibor est avocat spécialisé en matière de projets et financement sur le continent dans tels domaines comme l'énergie, les infrastructures, les mines ou encore l'agriculture, et notamment les opérations de financement de projets et de marché des capitaux. Et il est, il faut le savoir, régulièrement classé parmi les meilleurs avocats dans les guides et classements juridiques de référence. Monsieur Agbo-Ibor, soyez le bienvenu. Merci Anne-Marie. Merci à vous. Alors, parmi vos clients, vous conseillez des gouvernements, notamment en matière de prêts, de contrats. Alors, d'un point de vue juridique, qu'est-ce que ça signifie une annulation? Parce que c'est quand même un contrat que l'on brise finalement. Et est-ce que c'est différent selon la nature du prêteur? Merci Anne-Marie et je salue également Monsieur le ministre Amadou Hott que je suis heureux de retrouver ici virtuellement en pleine forme à l'écran. Revenant à votre question, que signifie l'annulation et y a-t-il différence selon la nature du prêteur? Vous faites bien de poser la question parce que techniquement, on parle d'annulation dans les contrats de prêt lorsque l'emprunteur ou le prêteur décide de ne pas aller jusqu'au bout de la mise à disposition de fonds. Donc, c'est dans une sorte d'entendement général que les politiques ou les différents intervenants, en tout cas, parlent d'annulation. Mais il faut rappeler que s'agissant de contrats de prêt, de contrats de crédit, par définition, il s'agit de contrats et que l'emprunteur ne peut pas unilatéralement décider d'annuler ou d'imposer en fait un abandon de créance à son créancier. Donc, le discours général depuis l'initiative PPTE en 1996 puis 2005 et dans le contexte du Covid actuel où on appelle à l'annulation de la dette, il faut rappeler qu'il s'agit d'incantations visant à sensibiliser la communauté internationale et que les prêteurs probablement entendent la détresse des pays pauvres qui croulent sous les difficultés accrues dans le contexte de la crise. Maintenant, précisément, dans ce genre de situation, en fait, il y a 3 scénarios connus. Lorsque l'emprunteur estime être en difficulté, on peut, dans un premier temps, demander juste un report du paiement des intérêts. Ça s'appelle le moratoire. On en a entendu beaucoup parler au mois d'avril dernier. Parfois, il y a un rééchelonnement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en cause du principe du paiement des intérêts ou d'une manière générale de la dette, simplement un accord pour rallonger la période de remboursement de manière à soulager le débiteur. Et puis, il y a effectivement la 3e possibilité qui est l'abandon pur et simple de la part du créancier de la dette. Mais c'est un geste qu'on ne peut pas lui imposer et qu'il doit accepter. Donc, quand on parle d'annulation, il faut comprendre qu'il s'agit de concepts probablement génériques qui accommodent tout le monde, mais à la fin de la journée, il s'agit d'un accord à trouver entre le débiteur et ses créanciers qui acceptent, compte tenu d'un certain nombre de circonstances, de faire un effort et de soulager la situation de celui-ci. Maintenant, y a-t-il une différence entre la nature du prêteur, j'imagine, entre un prêteur multilatéral et un prêteur bilatéral ou un prêteur privé ou un prêteur public? Je vais vous dire en un mot, là, non, il n'y a pas de différence. Il y a peut-être une sensibilité compte tenu de la mission du prêteur, de sa philosophie. Il y a des institutions qui ont pour vocation d'accompagner le développement des pays d'Afrique. Par exemple, évidemment, par temps de crise,
ces prêteurs ont une sensibilité et vont probablement avoir une oreille plus attentive à la question de la soutenabilité de la dette. Des créanciers commerciaux qui ont des comptes à rendre à leurs propres actionnaires, peut-être ont moins cette sensibilité-là. Merci beaucoup, Monsieur Agboibor, pour toutes ces précisions-là, pour nous avoir éclairé finalement sur les questions techniques, pour mieux comprendre véritablement ce que ça signifie que d'annuler une dette. Je pense qu'il est très important de comprendre ce processus. Merci, on reviendra vers vous dans quelques instants. Et je me tourne à présent vers notre troisième panéliste du jour. Il s'agit, je le rappelle, de Monsieur Désiré Venkatala Kelum, qui est directeur du département mobilisation des ressources et partenariats à la Banque africaine de développement. C'est un département qui supervise les fonds africains de développement, les partenariats, les fonds fiduciaires et le cofinancement. Monsieur Venkatala Kelum, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, madame. Et pour vous rendre la tâche facile, vous pouvez m'appeler Désiré. Je n'osais pas demander. Mon nom est tellement difficile et ça fait plaisir de voir Amadou. Bonjour Amadou. Et de voir les autres intervenants sur ce plateau. Je vous félicite pour l'initiative. Tout d'abord, je ne peux que souscrire à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc, pour répondre à votre question en préambule, je pense… Attendez, excusez-moi, Désiré, je vais vous poser une question vraiment un petit peu particulière et plus précise pour vous aider peut-être. Alors, bien sûr, on se rend compte que 15 ans après l'initiative PPTE, comme on l'a souligné, le problème reste entier. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour certains pays africains en tout cas, une dimension structurelle et puis pourquoi? Très bien, merci beaucoup pour cette question. Pour répondre à votre question, je voudrais peut-être rappeler trois évidences premières. La dette, intrinsèquement, n'est pas mauvaise. Un pays qui emprunte, un pays qui a une dette, ne signifie pas que c'est un problème. Le problème provient du fait quand la dette devient insoutenable. Donc, je pense qu'il faut éviter de faire, et nous sommes dans une période exceptionnelle, une période unique, comme Amadou l'a mentionné, de faire le raccourci trop simple de dire que toute dette est mauvaise. Non, il y a des raisons intrinsèques, fondamentales pour emprunter. Et ce qui compte, c'est est-ce que cette dette est utilisée à des fins productives et qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre ça du point de vue. Et je ne peux que souscrire avec ce que le précédent intervenant a dit, ou je résumerai ça avec une façon de le dire en anglais, « It takes two to tango ». Si je veux annuler ma dette et que l'autre partie ne veut pas, ou si l'autre veut que j'annule et que je ne veux pas, ben, ça ne sert à rien. Donc, ce sont deux évidences, mais deux évidences importantes. Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a un problème structurel? D'abord, encore une fois, un fait. En Afrique, en ce moment, sur tout le continent, on a 5 pays, 5 qui sont en situation de détresse de dette. 5. Donc, ce n'est pas 54. Est-ce que vous pouvez les montrer pour nous, s'il vous plaît, lesquels sont-ils? Donc, vous avez, je vais ouvrir mon petit fichier que j'ai ici, le Mozambique, la République du Congo, Sao Tomé et Principe, la Somalie et le Soudan du Sud. Selon la classification du Fonds monétaire, ce sont des pays qui sont en situation de détresse. Et donc, je pense qu'il est très important de ne pas commencer à peindre un tableau de l'Afrique qui est rouge partout. Il y a des situations qui sont spécifiques et la réponse doit être appropriée pour ces pays. Clairement, comme l'a dit Amadou, le Sénégal est dans une catégorie très différente de ce que nous voyons, par exemple, au Sud-Soudan, et il serait très inapproprié de commencer à dire que tous ces pays, c'est la même chose. Et ça, je pense que s'il y a un message à envoyer, ce serait celui-là. Il y a une pluralité d'évidences et ne mélangeons pas les pinceaux sur cet aspect. Par contre, on a sorti notre dernier rapport sur les perspectives économiques en Afrique il y a une semaine. La crise, l'impact du Covid est réel. La contraction des économies africaines va être entre 1,7% et si ça persiste, à plus de 7%. Donc, c'est réel.
Alors, est-ce que c'est un problème structurel? Je tournerai un peu votre question pour ma réponse. C'est un problème de structure des économies. Il y a évidemment un manque de diversification de nombreuses économies africaines. Encore une fois, voyons les chiffres. Pour des pays exportateurs de pétrole, prenons le cas de l'Angola, plus de 90% des recettes d'exportation de l'Angola proviennent d'un bien en particulier. Et vous savez lequel? La Guinée équatoriale, c'est la même chose. La Libye, c'est la même chose. Le Nigeria, c'est la même chose. Donc, le problème fondamental n'est pas de faire le raccourci, la dette, c'est un problème structurel. La question à laquelle on doit s'atteler, c'est comment créer des économies africaines diversifiées, comment créer de la valeur ajoutée, de sorte que quand on a un choc, on peut s'y prémunir. Amadou pourra en parler beaucoup plus longuement, il a été vice-président de l'énergie à la BAD, et ça reste une priorité pour nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et justement, je me tourne à nouveau donc vers vous, Monsieur le Ministre. Alors, dès le début de la pandémie, eh bien, le Sénégal, par l'intermédiaire du président Macky Sall, a pris la tête de la bataille, si je puis dire, pour l'annulation de la dette des pays africains. J'aimerais vous demander pourquoi, Monsieur le Ministre, donc, cet élan, et quelles ont été les motivations? Je vous remercie. Dès l'instant que la crise a commencé à frapper l'Afrique et que les conséquences pouvaient déjà être anticipées, parce qu'on a déjà vu ce que cela a causé dans certains pays qui ont subi la crise avant l'Afrique, il était important d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation spéciale de l'Afrique, la vulnérabilité de beaucoup de pays africains, et que si une décision forte n'était pas prise sur le plan de l'accès au financement, sur le plan de l'endettement, beaucoup de pays allaient avoir des difficultés. C'est pourquoi, au mois de mars, Son Excellence le Président Macky Sall a lancé un appel fort pour l'annulation de la dette officielle, donc c'est la dette publique, des pays, en tout cas, de l'Afrique, mais surtout des pays qui sont en difficulté. Et sur la dette privée, on ne parle pas vraiment d'annulation. Le président a parlé d'arrangements qui permettront aux pays africains de faire face à leurs obligations tout en fait, allégeant le fardeau sur nos budgets, sur nos recettes, sur en tout cas les obligations dont nous faisons face en interne. Parce que cette crise-là, si rien n'est fait, allait simplement anéantir une décennie en tout cas d'actions positives, de progrès majeurs que la plupart des pays africains a eu à obtenir. Et c'est ainsi que la communauté internationale a réagi d'abord avec un moratoire qui est un pas extrêmement important, moratoire sur la dette officielle publique, donc bilatérale seulement pour l'instant, pour 2020. Nous sommes en négociation avec le G20 pour voir si on peut prolonger sur 2021. L'idée ici, c'est de dire, si on ne peut pas réagir tout de suite sur l'annulation, parce que ça prend du temps, vous avez vu en 2005, c'était un très long processus, de plus de 5-7 ans pour arriver à l'annulation. Donc, il faut commencer quelque part. L'urgence, c'est de dégager des espaces budgétaires pour les différents pays, pour leur permettre de faire face non seulement aux dépenses de santé inattendues, mais également aux conséquences négatives, économiques et sociales, mais en même temps, est extrêmement important se préparer pour la relance de nos économies. Et donc, c'était ça le sens de l'appel du président de la République. Et nous allons continuer, nous sommes toujours en discussion avec les différents partenaires, le G20, les ministres des Finances africains et économie, développement, la Commission économique de l'Afrique, les envoyés spéciaux également de l'Union africaine. Nous avons des calls régulièrement et nous espérons aboutir à quelque chose et nous verrons dans les prochaines semaines, pour moi. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
Alors, du côté du secteur privé, eh bien, les appels à un moratoire sur la dette, on l'a souligné, et en particulier la dette commerciale, eh bien, ils ont été accueillis assez froidement, il faut quand même le rappeler. Samir Gadio, responsable de la stratégie Afrique chez Standard Chartered Bank, va nous aider à mieux comprendre pourquoi. Monsieur Gadio dirige l'équipe de la stratégie Afrique en matière de devises, de taux et de recherche de crédit. Bonjour, monsieur Gadio. Bonjour Anne-Marie, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, monsieur Gadio, alors concernant donc la possibilité d'un moratoire sur le paiement de la dette commerciale d'un certain nombre de pays africains, vous vous êtes très tôt rangé du côté de ceux qui sont défavorables et expliquez-nous pourquoi, s'il vous plaît. Eh bien, je pense qu'il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. Nous voulons tous que l'Afrique émerge graduellement du sous-développement et devienne une région qui compte à l'échelle mondiale. Mais enfin, dans le cadre de ce processus, il est clair que l'Afrique devra compter de plus en plus sur les marchés financiers externes, et locaux d'ailleurs, pour financer ses besoins de développement. Et c'est un changement structurel qu'on a commencé à observer au cours de ces 10 dernières années, au vu du nombre croissant d'émissions eurobonds de la part des pays africains, d'emprunts commerciaux également. Alors, c'est vrai que l'endettement multilatéral et bilatéral reste important, mais je pense que sa part relative va diminuer au cours des années à venir. D'ailleurs, on a vu l'entrée d'acteurs d'autres, la Chine, dans le financement bilatéral et non bilatéral, et non officiel. Mais je pense que le problème fondamental, c'est qu'il faut que les pays africains conservent l'accès au marché financier externe dans les années à venir. Alors, une suspension des paiements de la dette commerciale pourrait compromettre cet accès. Il y a un coût d'opportunité énorme si cette suspension des paiements de la dette commerciale voyait le jour. Je pense qu'il y a quelques chiffres qu'on peut mettre en relief. Les 14 États africains, on exclut l'Afrique du Sud, qui ont des eurobonds, devront payer environ, je crois, 5,7 milliards de dollars pour couvrir donc, les intérêts des eurobonds en 2021. Ce n'est pas tellement énorme comparé à environ 25,7 milliards de services de la dette totale pour ces 14 pays. Mais en 2025, le service du paiement des eurobonds va monter jusqu'à 11 milliards de dollars. Donc, il faudra absolument conserver l'accès au marché pour pouvoir refinancer toute cette dette. Parce que, bien entendu, elle sera refinancée, pas nécessairement repayée. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse un petit peu pour la qualité de la ligne. Hein. Ce sont un petit peu les aléas de nos webinaires. En ce moment, nous sommes tous donc obligés de procéder ainsi. Alors, Monsieur Gadio, est-ce que d'après vous, il y a une évolution sur ce débat, sur cette question depuis le mois de mars et pourquoi? Oui, je pense qu'il y a d'ailleurs une évolution positive. En fin mars, si vous vous rappelez bien, la Commission économique pour l'Afrique, un certain nombre de ministres des Finances de la région avaient proposé donc, un moratoire sur le service de la dette des pays africains qui semble être assez large et pourrait potentiellement même inclure la dette commerciale. Bon, il y a eu des négociations, des discussions, un engagement entre les responsables africains et les participants du marché au cours de ces dernières semaines. Je pense qu'il y a maintenant un clair consensus sur le fait que la dette commerciale doit être payée. Alors, il est possible que certains pays spécifiques aient des problèmes et doivent restructurer leur dette commerciale à moyen terme, mais il y a un processus pour que cela soit fait, donc il faut engager le marché et voir comment une situation qui pourrait être consensuelle puisse arriver. Maintenant, ce qui est aussi positif, c'est que parmi quasiment tous les pays qui participent à l'initiative ISSD, eh bien, presque aucun n'a demandé aux créditeurs privés de contribuer à une suspension du service de la dette commerciale en 2020. Alors, c'est vrai que si cette initiative est étendue jusqu'à 2021 ou 2022, comme certains le demandent, il y a un risque que la pression sur les participants du marché augmente. Mais je pense qu'à ce stade-là,
il semblerait que les États africains ne veulent pas demander à ce que les détenteurs d'obligations participent à une suspension du service de la dette. Merci beaucoup, Monsieur Gadio. Alors, malheureusement, la qualité de la ligne nous oblige à couper court notre entretien. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions et je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie Afrique chez Standard Chartered Bank. Merci à vous. Et on passe tout de suite aux résultats de notre premier sondage. Voilà, donc je rappelle la question. Dans le cas présent, à qui diriez-vous que la responsabilité de la soutenabilité de la dette de votre pays incombe en priorité? Eh bien, vous avez répondu à 81%, comme vous le voyez. Eh bien, d'abord et avant tout, à mon gouvernement. Merci beaucoup d'y avoir participé. Et puis tout de suite, eh bien, la question du deuxième sondage du jour. Elle va apparaître dans quelques instants sur vos écrans. Comment jugez-vous l'aide apportée au secteur privé par votre gouvernement en réponse à la crise actuelle? Merci de bien vouloir préciser vos réponses dans l'onglet Q et R. Alors, reprenons à présent la discussion avec nos illustres panélistes pour tenter eh bien, de comprendre s'il est judicieux d'adopter une stratégie différenciée selon le type de dette. Et je me tourne tout naturellement vers vous. Encore une fois, Monsieur le ministre. Alors, qu'avez-vous tout d'abord pensé de la position de Monsieur Gadio sur la dette commerciale et puis quelle stratégie préconisez-vous aussi bien vis-à-vis des dettes souveraines que celles dues au privé, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je pense que l'idée est partagée par tous les acteurs, y compris les gouvernements africains, les ministres africains, c'est qu'il est extrêmement important que l'Afrique continue à avoir accès aux financements privés, financements commerciaux dans le long terme. Et ce qu'on a gagné durant les 10 dernières années, par exemple, qu'on préserve et surtout qu'on améliore et qu'on aille vers une réduction, par exemple, de la prime de risque et vers une réduction du coût de cet endettement sur les marchés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut vraiment différencier la dette officielle bilatérale, multilatérale, donc la dette publique envers nos États, et la dette commerciale, donc la dette privée envers nos États. Ce qui a été proposé jusqu'ici sur la dette publique bilatérale est extrêmement intéressant. Je l'ai dit, on peut aller plus loin, on peut même aller vers l'annulation pour certains pays. Mais ce qu'on pourrait avoir dans le futur pour la dette officielle, c'est d'avoir par exemple des mécanismes qui permettent d'ajuster automatiquement le service de la dette si un pays se trouve dans une situation exceptionnelle, par exemple une crise actuelle, une crise sanitaire, une crise par exemple environnementale, ou bien même une crise sécuritaire, et que son économie est durement affectée, qu'il y ait des clauses par exemple qui permettent de suspendre par exemple, d'avoir un moratoire automatiquement au lieu d'aller vers une initiative du tube G20 que nous saluons par ailleurs. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est des innovations que la communauté internationale, surtout officielle, pourra apporter aux conventions de financement qu'elle signe avec les États africains et même d'autres États. Ça, c'est le premier point. Sur la dette privée, nous avons eu entre ministres africains, avec nos différents partenaires, incluant le secteur privé international, surtout les investisseurs institutionnels, nous avons eu à examiner plusieurs options. Je noterai deux options principales. La première, c'est la création d'un véhicule spécial, un véhicule ad hoc, qui pourra, par exemple, offrir une structuration qui permette de réduire le taux d'intérêt, le coupon sur les émissions, par exemple, de nos eurobonds dans le futur. Comme ça se fait dans beaucoup de pays développés, vous avez la possibilité, par exemple, si vous achetez une obligation, de nantir cette obligation auprès d'une banque ou bien auprès d'un investisseur et d'emprunter de l'argent à taux extrêmement réduit. Donc, ce qui fait que l'investisseur peut utiliser l'effet de levier, donc acheter une obligation, la nantir, faire un repo, prendre l'argent, aller investir ailleurs, etc. Ça, dans le long terme, ça peut permettre de réduire en fait le coût de la dette pour les pays africains, comme cela a été fait pour les pays du Nord. Ça, c'est un premier point. Et il faut que dans le futur, que le taux d'intérêt baisse, le coût de la dette baisse, parce que la perception du risque, souvent, c'est infondé. Nous ne pouvons pas tenir nos engagements, payer toujours la dette, rembourser à temps,
et continuer à payer des primes de risque trop élevées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une autre idée qu'on a étudiée, c'est un véhicule ad hoc qui, cette fois, va bénéficier de garanties de la communauté internationale, ça peut être de l'Union européenne ou de certaines institutions. Avec cette garantie, ce véhicule peut lever beaucoup d'argent et prêter aux pays africains pour que ces pays africains puissent faire face à leurs obligations et notamment leurs obligations de service de la dette commerciale. Toutes ces deux idées sont en train d'être étudiées. On verra comment cela va aboutir, comment cela va évoluer, mais c'est les idées sur lesquelles nous sommes en train de travailler avec nos collègues. Merci beaucoup. Alors, vous avez bien entendu parler des taux et c'est vrai que les pays africains empruntent à des taux qui sont pas encore aussi intéressants, vous l'avez mentionné, que les pays du Nord. Mais alors, d'après vous, comment est-ce que justement les pays africains peuvent éventuellement accéder à des taux vraiment intéressants? Comme je l'ai dit, d'abord, il y a la gestion de nos économies. Il faut qu'il y ait une gestion saine, qu'on ait des mesures qui permettent davantage d'obtenir une meilleure efficacité de la dette, de pouvoir mobiliser surtout des ressources internes. Pour mobiliser davantage de ressources internes, il faut lutter davantage contre l'évasion fiscale, formaliser davantage son économie, élargir l'assiette fiscale. Je ne parle pas d'augmenter la fiscalité individuelle, mais c'est de nous assurer que tous les acteurs économiques s'acquittent de leur devoir de payer les impôts en date et en heure. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a fait tout cet assainissement, beaucoup de pays l'ont fait, on le remarque, mais ça ne s'est pas traduit automatiquement sur une baisse drastique de la prime de risque, donc sur une baisse drastique des coupons que nous payons, même si pour certains pays, cela a été le cas. Si vous regardez le cas du Sénégal, nos différents eurobonds, le premier eurobond de 2009, on a payé 9,25% en dollars de coupons pour 200 millions de dollars. Deux ans après, sur 5 ans, 2 ans après, on lève sur 10 ans à un taux de 8,75, donc c'est une évolution importante. 2014, on lève 500 millions de dollars cette fois à un taux qui baisse davantage, 7 et quelques, mais cette fois sur 16 ans, etc. Et en 2018, par exemple, c'était le record. Le Sénégal lève sur 30 ans plus de 1 milliard, 1,5 milliard de dollars et lève également en euros à un taux de 4,75, non, pardon, 4,25 en euros sur 10 ans, alors qu'en dollars, on lève sur 30 ans à 6,75, ce qui est du jamais vu. Nous espérons que dans le futur, ce taux va continuer à baisser grâce aux résultats, aux efforts que le Sénégal a fait, et nous espérons également que ce sera le cas pour beaucoup de pays d'Afrique. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Ministre, qu'on peut rêver de passer sous la barre des 4%? Why not? Pourquoi pas? Si nous continuons à travailler davantage à augmenter la mobilisation de recettes intérieures, la rendre cette mobilisation beaucoup plus vigoureuse, continuer à avoir des croissances économiques importantes, et comme nous l'avons toujours fait, continuer à payer, à s'acquitter du service de la dette sans faire défaut. Si beaucoup de pays continuent à le faire, il n'y a pas de raison que la prime de risque ne baisse pas. Ce qui est anormal, c'est que quelles que soient les difficultés, les pays remboursent leurs dettes. On est dans la crise la plus aiguë que le monde ait connue depuis 1929. Les pays s'acquittent de leurs dettes. Et il y a le moratoire, c'est excellent. Certains pays ont pris le moratoire sur la dette bilatérale, ça les a aidés. Ça va aider certains. Pour certains, il n'y a pas pratiquement d'impact parce que les montants ne sont pas importants. Mais ces pays continuent à mobiliser des ressources, à payer leurs dettes. Donc, les investisseurs doivent, dans le moyen terme, long terme, s'attendre à ce que beaucoup de pays d'Africains, si ce n'est pas tout le monde, puissent servir leurs dettes. Donc, si on s'attend à être payé à temps, sans annulation de dette privée, sans également défaut sur le paiement, par exemple, de l'intérêt, il n'y a pas de raison qu'on paye des primes aussi élevées. Il faut que ça baisse. Et c'est en continuant ce track record qu'on va espérer obtenir une baisse drastique des taux, des coupons, donc la prime de risque qui baisse et que l'Afrique puisse aller sur le marché, comme le font
les pays du Nord, les pays développés qui vont sur le marché aujourd'hui à des taux négatifs, à des taux extrêmement bas, et qui nous les reprêtent. Un jour, il faut que nous aussi, nous puissions directement accéder au marché à des taux beaucoup plus réduits. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je me tourne à présent vers vous, Désiré, et merci encore une fois de m'autoriser à vous appeler par votre prénom. Alors, en préparant ce webinaire, vous avez évoqué la nécessité pour les États africains de développer les marchés de capitaux locaux. Alors, en quoi cela leur serait davantage favorable que d'emprunter sur les marchés européens, et puis surtout, comment y parvenir, s'il vous plaît? Merci bien. Juste un instant avant de répondre à votre question, je voudrais m'associer à ce que Amadou a dit concernant le rôle du privé. J'ai le privilège de participer à toutes les réunions du G20 et à toutes les conversations au niveau technique. Et il faut vraiment souligner qu'il y a un appel qui a été fait aux créanciers privés pour soutenir les pays et notamment les pays africains. Donc, il y a, je pense, pour certains pays, à leur demande, un effort à être fait. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Concernant maintenant le développement des marchés des capitaux, le marché des capitaux notamment domestiques, on ne peut pas envisager le développement de tous les pays africains sans l'engagement très fort des épargnants et de l'action nationale de ces pays. Donc, il va de soi qu'on ne peut pas continuer à avoir recours à l'épargne étrangère pour développer le pays. La solution est toute trouvée, c'est ce que tous les pays, que ce que vous regardez les pays asiatiques ou les pays d'Amérique du Sud, c'est d'avoir un marché financier local très fort. Donc, vous ne pouvez pas avoir les PME, les petites entreprises sur le continent qui vont passer du secteur informel au secteur formel si ces pays ne peuvent pas avoir accès à de la liquidité qui est pourvue par les banques commerciales, par exemple. Donc, c'est pourquoi nous, à la BAD, on a des actions très fortes dans ce domaine. Je citerai, par exemple, l'initiative qu'on a pour les femmes avec le Making Finance Work for Africa, ou bien le programme qui a été soutenu par le G7, AFAWA, Africa Finance Action for Women in Africa, où nous avons une action volontariste, surtout à l'égard des femmes. Merci. Merci beaucoup Désiré. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Agbo-Ibor. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocate du diable. Dans le cas de certains prêts, ne peut-on pas raisonner à l'inverse et mettre le prêteur face à ses responsabilités? Par exemple, au Kenya, depuis plusieurs années, eh bien, la question de la soutenabilité de deux prêts d'une valeur cumulée de 3,8 milliards de dollars accordés par la China Exim Bank et la China Development Bank, eh bien, agite les médias locaux. La ligne de chemin de fer Nairobi-Mombasa, construite grâce à ce soutien financier, n'est pas rentable et le Kenya ne parvient pas à rembourser ses annuités. Alors, M. Agbo-Ibor, est-ce que les prêteurs n'ont-ils pas une responsabilité vis-à-vis des pays endettés? Merci Anne-Sophie, Anne-Marie, pardon. Donc, la question de la responsabilité des prêteurs, moi je vais juste me faire à la fois l'avocat du prêteur et de l'emprunteur pour vous rassurer, pour dire que oui, la question se pose, encore que sur ce projet en particulier, le chemin de fer Nairobi-Mombasa. En tant qu'avocat, je suis obligé de préciser qu'il s'agit sur ce dossier de il y a beaucoup de spéculations. D'un point de vue technique, il n'est pas encore constaté de défaut, contrairement à ce qu'on a pu lire dans les médias, et notamment le fait qu'il y a un risque de saisie d'actifs du pays par l'emprunteur, la Chine. On n'en est pas là. Par contre, je pense qu'on peut dépasser le cas particulier du chemin de fer Nairobi-Mombasa pour effectivement questionner certains des prêteurs. J'imagine, derrière votre question, il y a la Chine depuis le début de cette crise, le refus de la Chine de participer aux discussions bilatérales et sa disponibilité à avoir plutôt des échanges bilatéraux avec les pays et le cas échéant, voir la situation de chaque projet au cas par cas.
Donc, il y a une interrogation. Est-ce qu'il y a un soutien inconsidéré qui, à un moment donné, ne tenant pas compte de la capacité d'emprunt et de la capacité de remboursement des pays, met les pays en difficulté? Je crois que cette question, historiquement, on l'a posée dans le contexte d'acteurs privés. Hein. Il y a la notion de soutien abusif du prêteur, qui est une notion importante, qui évidemment, en général, ne plaît pas beaucoup aux créanciers, mais qui tend à dire que, au fond, une notion très simple, lorsque vous-même vous avez contribué à causer une situation dommageable, il n'est pas anormal qu'on vous mette à contribution d'une certaine manière. C'est cette notion-là. Donc, celui qui, en n'étant pas trop regardant, à obérer la situation de l'emprunteur, à un moment donné, peut être amené à y répondre, et en particulier à devoir dédommager les tiers qui ont subi la situation de détresse financière de l'emprunteur. Souvent, c'est dans des contextes de faillite, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on parle ici de dette publique et de dette souveraine. Mais on voit bien, derrière la question juridique, il y a une interrogation. Est-ce qu'on doit, tous les 10 ans, venir pleurnicher d'un côté les États emprunteurs, monsieur le ministre, qui d'ailleurs, dans le cas du Sénégal, nous a rassuré que le Sénégal, dans son ADN, est certain de ne jamais être en défaut, et je crois que c'est un message fort qui est envoyé au marché, mais il n'empêche que tous les 10 ans, à peu près, il y a des cycles où des pays en difficulté. Une fois, ça va être la bulle de 2008, et cette fois-ci, c'est le Covid. On a toutes les excuses du monde qu'on est dans l'impossibilité de rembourser sa dette. N'y a-t-il pas eu de la part de ceux qui ont contribué à l'accroissement de l'endettement, n'y a-t-il pas eu de leur part, à minima, un manque d'attention et de revue sérieuse, et peut-être même parfois de la complaisance en ouvrant les vannes sans regarder de plus près la capacité de remboursement? Oui, la question se pose malheureusement juridiquement dans le contexte de dette publique. Il n'y a pas d'instrument. C'est une question de responsabilité et d'approche morale des sujets. D'ailleurs, le Fonds monétaire international, lorsqu'elle abordait la question du PPTE en 2005, disait qu'elle était dans une logique d'encouragement et d'appel au sens moral des créanciers qui doivent être sensibles à la détresse des pays endettés. Donc, c'est plutôt ça, mais je suis d'avis que oui, à un moment donné, il faut questionner la responsabilité du prêteur qui prête sans se poser la question si tôt ou tard son emprunteur sera en position de pouvoir rembourser. Merci beaucoup, Monsieur Agboyibor. Et bien entendu, nous devions d'aborder la question de la dette africaine vis-à-vis de la Chine durant ce débat. Et je vous remercie également d'avoir souligné une fois de plus à quel point il est primordial pour notre continent de briser ce cercle pour que les pays les plus pauvres arrêtent d'appeler au secours tous les 10 ans. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, l'Africa CEO Forum se veut avant tout le représentant du secteur privé africain qui est lui-même appelé à faire face à de nombreuses difficultés pour rembourser ses créances dans les prochains mois, on en a déjà parlé. Et Adrien Guidet est associé chez Assafo & Co et il va nous présenter et mettre en perspective les différents plans nationaux et régionaux, donc pour faire face et pour aider, en tout cas soutenir les entreprises africaines. Monsieur Guidet, c'est à vous, soyez le bienvenu. Bonjour Anne-Marie, bonjour à tous. À vous. Dans le prolongement des débats précédents, je vais effectivement vous parler en premier lieu des plans de relance nationaux annoncés ces dernières semaines par les différents États africains. Puis, je vais également parler des initiatives de soutien régional à travers l'exemple de l'UOMOA. Et enfin, je vais évoquer les programmes d'assistance financière des banques régionales de développement. À l'issue de ce panorama, j'essaierai de tirer quelques conclusions. Donc, commençons par les montants annoncés des plans nationaux de relance en Afrique. Il faut souligner que les États africains ont fait des annonces très ambitieuses. Citons le cas de 4 pays africains représentatifs, 2 pays anglophones, l'Afrique du Sud et le Kenya, et 2 pays francophones, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Alors, ces 4 juridictions correspondent à l'implantation des bureaux du cabinet Assafo en Afrique.
En Côte d'Ivoire, tout d'abord, le gouvernement a annoncé un plan de soutien avec pour objectif d'atteindre à terme 2,6 milliards d'euros pour soutenir les acteurs du secteur formel et informel. Au Maroc, l'État a créé un fonds spécial doté de 3,15 milliards d'euros, représentant environ 3% du PIB. Au Kenya, l'État a annoncé un plan de relance de 430 millions d'euros. Et enfin, en Afrique du Sud, l'État a élaboré un plan de relance de 25 milliards d'euros, représentant à peu près 10% du PIB, avec un focus sur la sauvegarde des emplois et des moyens de production nationaux. Alors, que recouvrent ces plans de relance nationaux ambitieux? Essentiellement, 3 séries de mesures. Premièrement, les aides financières directes. Deuxièmement, les mesures de soutien sectoriel. Et troisièmement, les mesures fiscales d'urgence. Alors, s'agissant des aides financières directes, les États africains ont mis en place des mécanismes exceptionnels de prêts bancaires à taux bonifiés garantis par l'État. On constate ça notamment en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud ou au Maroc. On constate aussi des mécanismes dérogatoires au droit commun des contrats sur les crédits ou les leasings en cours, ou des moratoires sur le défaut de paiement des emprunteurs, notamment au Maroc et au Kenya. Cela peut aussi prendre la forme de mécanismes de soutien de la dette intérieure des États, avec une priorité de paiement des factures aux PME et aux TPE, notamment en Côte d'Ivoire. S'agissant des mesures de soutien sectoriel, on constate effectivement une généralisation des plans de soutien au secteur du tourisme, au Maroc, en Afrique du Sud, au Kenya, et évidemment au secteur de l'agriculture, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud et au Kenya. On constate également des programmes d'aide plus ciblés, notamment au Maroc, le soutien au secteur aérien avec une aide de 550 millions d'euros à la compagnie nationale. Et enfin, il est intéressant aussi de constater que la Côte d'Ivoire a mis en place un fonds d'appui aux entreprises du secteur informel pour un montant de 150 millions d'euros. Ce n'est pas négligeable. Troisième série de mesures des plans nationaux, des plans de relance nationaux, les mesures fiscales d'urgence. Alors, de manière assez généralisée, on constate des programmes de report des charges sociales et fiscales, en Afrique du Sud et au Maroc notamment, et une baisse des taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA, notamment au Kenya. Voilà pour les plans nationaux de relance. Qu'en est-il au niveau des organisations régionales africaines? Des actions sont évidemment menées au niveau régional pour soutenir les États membres, mais on ne peut pas parler à ce stade de véritables plans de relance régionaux en Afrique. C'est plus des initiatives de soutien que des véritables plans de relance coordonnés. On peut citer notamment une initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui permet aux États membres d'émettre des bons du Trésor, dénommés les bons Covid-19, sur le marché financier régional et qui peuvent être refinancés sur un guichet spécial de la Banque centrale à un taux fixe de 2,5%. Donc, mécanisme très intéressant de refinancement. On peut également citer la mise en place par la BOAD d'un fonds de riposte au profit de chaque État membre, sous forme de prêts à taux bonifiés, portant l'assistance de la BOAD à plus de 320 millions d'euros de dollars au bénéfice de ses États membres. Pour pallier l'absence de véritables plans de relance régionaux, il faut saluer les programmes d'assistance financière des banques régionales de développement qui sont au premier plan de la lutte contre la pandémie et la crise économique qui en résulte en Afrique. On peut citer en premier lieu la Banque africaine de développement, dont on a un illustre représentant sur le panel, qui a mis en place une facilité de réponse rapide contre le Covid-19 dotée de 10 milliards de dollars destinés au financement du commerce, à l'aide aux banques locales et au soutien aux entreprises des 54 pays membres. Et également, et ça c'est très intéressant, l'émission d'un emprunt obligataire social intitulé « Combattre le Covid-19 » de 3 milliards de dollars coté à la Bourse de Londres et qui a été très très largement sursouscrit par tout un panel d'investisseurs. On peut citer également la Banque africaine d'import-export
qui a annoncé un dispositif de financement de 3 milliards de dollars destiné à aider les banques centrales des pays membres et d'autres institutions financières à faire face au paiement de la dette commerciale. Et on peut citer enfin la Banque islamique de développement qui a mis en place un programme de 730 millions de dollars pour les secteurs privés et publics de ces 57 pays membres en ciblant en priorité l'agriculture, l'énergie et la santé en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. En conclusion de tout cela, on constate effectivement que les annonces des États africains sont très volontaristes en termes de montant, mais on sait également que la phase d'exécution reste un défi. Comment les États vont pouvoir mobiliser de telles ressources financières et auprès de quels bailleurs de fonds? C'est une question qui reste entière à ce jour pour une grande partie des pays africains. À titre de comparaison, il n'est pas inintéressant d'évoquer ce qu'ont fait les États européens cette semaine, puisque confrontés à cette question épineuse du financement de leurs plans de relance nationaux, ils ont décidé de coordonner leurs efforts au niveau de l'Union européenne, comme jamais auparavant, en approuvant cette semaine, comme vous le savez, une hausse considérable du budget pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2021-2027, et surtout, et c'est ça qui nous intéresse ici, une levée de fonds de 750 milliards de dollars sur les marchés financiers, ce qu'on a appelé les fameux Corona Bonds. La grande nouveauté étant que l'Union européenne va emprunter sous sa propre signature, avec pour la première fois une véritable mutualisation de l'endettement européen, ce qui va permettre aux États membres, évidemment, d'éviter de creuser leur dette souveraine et également d'emprunter à des meilleurs taux, notamment pour les pays européens qui ont un endettement très lourd. Merci. Et cette étape supplémentaire franchie par l'Union européenne semble confirmer la nécessité d'une intégration accrue des États africains pour faire face à la crise économique actuelle, notamment probablement à travers la zone de libre-échange continentale africaine et de la mise en place d'un véritable plan de relance coordonné au niveau des organisations régionales africaines. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Guidet. Alors, je pense qu'on répondra à deux de vos interrogations avec les prochaines questions, mais tout de suite, place à la réponse du deuxième sondage. Elle va s'afficher quelques instants. Voilà. Alors, comment jugez-vous l'aide apportée au secteur privé par votre gouvernement en réponse à la crise actuelle? Eh bien, la majorité répond trop limitée, 45%. Suivi, en tout cas pas très loin, de inadéquate. Merci à tous d'avoir participé à nos deux sondages du jour. Et puis, je rappelle le hashtag, si vous voulez commenter sur les réseaux sociaux, c'est hashtag ACF Digital Events. Alors, bien entendu, la question de la sortie de crise eh bien, est essentielle et viendra en particulier du secteur privé. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur le ministre, pour une dernière question aujourd'hui. Alors, vous avez exprimé la volonté de saisir cette crise comme une véritable opportunité de réforme avec un agenda que vous souhaitez agressif. Alors, pouvez-vous nous détailler votre plan et ainsi donc répondre en partie à l'une des questions posées par Monsieur Guidet, s'il vous plaît? Voilà, je remercie Anne-Marie. La crise de la COVID-19 nous offre l'opportunité de vraiment repenser un peu nos priorités et saisir donc l'opportunité qu'offre la crise pour transformer nos économies, consommer davantage localement, transformer davantage et assurer la souveraineté alimentaire, pharmaceutique, la souveraineté sanitaire également. On a vu qu'avec la crise, il est quasiment impossible d'aller à l'étranger se soigner. Et la moindre des choses, à partir de maintenant, c'est que dans tous nos pays, qu'on ait dans chaque pays au moins un hôpital de référence pour soigner tout le monde avec des soins de qualité. Et c'est ce que le Sénégal compte faire. C'est pourquoi, dans le cadre de la relance, nous avons un programme quinquennal donc pour rehausser les plateaux médicaux, avoir des hôpitaux niveau 4, mais également des hôpitaux niveau 3. Ce programme de relance donc dans la santé va être validé très prochainement. Et sur d'autres aspects également, nous voulons assurer la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et la souveraineté pharmaceutique. Et pour atteindre ces objectifs, il nous faudra en fait réformer. Donc, parmi le paquet de réformes que nous allons proposer, il y a une partie adressée donc à l'industrie de la pharmaceutique pour la rendre plus compétitive et aider
les investisseurs privés à investir plus facilement dans ce secteur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce que nous souhaitons faire également, c'est accélérer, par exemple, l'adoption de la loi sur les partenariats publics-privés, parce que tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous avons besoin de faire dans le futur ne sera pas fait seulement par l'État. Il faudra que le secteur privé joue son rôle et que le secteur privé également sénégalais ait plus de part, non seulement dans l'actionnariat des sociétés de projets dans le cadre des partenariats publics-privés, mais également dans l'exécution de ces projets. Et donc, la relance va passer par l'investissement privé qui va être stimulé en partenariat avec les banques commerciales, avec les sociétés de microfinance, parce qu'il ne faut pas également oublier le secteur informel, qui est une réalité dans nos pays. Le secteur informel, c'est plus de 80% du tissu économique dans beaucoup de pays. Il faut également adresser leurs besoins, mais également travailler avec ce secteur pour le formaliser davantage. Formaliser, ça ne veut pas dire que ce secteur devra payer plus d'impôts. C'est simplement que ce secteur soit mieux connu, que l'État puisse savoir qui est qui fait quoi, quels sont les acteurs. Et c'est important aussi d'être connu, parce que quand vous êtes connu, ce sera plus facile pour l'État de vous appuyer en cas de crise, comme la crise de la COVID-19. Parce que les outils dont les États disposent dans la plupart du temps, c'est des outils qui quand même nécessitent une certaine formalisation. C'est plus facile. Cela ne nous a pas par contre empêché aussi à soutenir le secteur privé informel avec des appuis directs, comme l'ont fait certains pays, mais aussi à partir de lignes de financement structurées avec les microfinances, les sociétés, le service financier décentralisé. Donc, pour dire en fait, à l'instar de beaucoup de pays, il faut que nous consommions plus localement, ça c'est dans tous les pays pratiquement, mais que nous transformions plus et que nous assurions plus de souveraineté dans des produits stratégiques. Parce que la crise a montré aussi que certains pays ont interdit l'exportation de certains médicaments ou bien de certains équipements, même de certaines denrées alimentaires. Heureusement, ça n'a pas causé beaucoup de dégâts, mais ça aurait pu. Et donc, il faut se préparer parce qu'il y aura encore d'autres crises. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, j'ai mentionné que c'était la dernière question. C'est la dernière question donc dans l'ensemble de ces débats, mais il y a bien sûr un question-réponse à suivre dans quelques instants. Donc, s'il vous plaît, restez avec nous. Vous parliez pharmaceutique et il faut quand même mentionner les prouesses réalisées par l'Institut Pasteur au Sénégal, notamment durant cette crise. Je pense que ce sont des efforts louables. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Agboyi-Bor. Alors, certains responsables politiques voient en la zone de libre-échange continentale, et là encore, Monsieur Guidet l'a mentionné, il voit en la ZLECAf la réponse africaine à une sortie de crise. Monsieur Wankele Mene, qui est secrétaire général de la ZLECAf, je le répète, avait annoncé durant cette même série de webinaires que l'entrée en vigueur de cette zone serait probablement programmée pour le 1er janvier 2021. Invoquant, je le rappelle, la crise, bien sûr, de la Covid-19 pour justifier ce report. Alors, Monsieur Agboyi-Bor, où est-ce qu'on en est exactement en termes de négociations? Et est-ce que, d'après vous, cette date du 1er janvier, c'est un espoir crédible? Merci Anne-Marie. Effectivement, la ZLECA, les accords auraient dû entrer en vigueur le 1er juillet dernier. Et en effet, dans le cadre de ce webinaire, monsieur le secrétaire général nous a informé de la volonté de l'Union africaine et des instances concernées à mars forcé de faire entrer en vigueur effectivement ces accords le 1er janvier prochain. À titre personnel, mais ce n'est qu'à titre personnel, je pense que ce calendrier est tout à fait agressif, mais dénote, et c'est dans ce sens qu'il faut m'entendre, dénote de la volonté des dirigeants politiques et des dirigeants de l'organisation d'entrer rapidement dans le vif du sujet. Lorsque j'entends pourquoi est-ce réaliste ou pas, en réalité, il y a énormément de sujets à traiter avant la mise en vigueur de la ZLECA, pour la raison que vous créez en réalité une zone
libre-échange avec à l'intérieur un certain nombre d'accords ou bilatéraux ou entre les différentes régions, l'Afrique de l'Est de l'autre côté, la CEDEAO, l'UEMOA, il y a des nomenclatures à décider pour chacun des produits qui seront concernés. Je ne sais pas si vous imaginez la masse de travail à faire pour arriver à ça, sans oublier les rapports avec l'extérieur. Déjà, il y a les pays africains entre eux, les régions africaines entre elles, mais il y a surtout les rapports avec l'extérieur. Donc, c'est un travail titanesque et c'est déjà un message, un signal très fort que l'organisation envoie en décidant que la zone sera effective dès janvier prochain. Au-delà donc de la question du calendrier et des diligences à effectuer, et ceci dans le contexte du Covid où les représentants des États ne se retrouvent pas physiquement comme ils ont l'habitude de le faire et que les travaux se poursuivent dans le cadre de webinaires comme nous sommes en train de le faire nous-mêmes et chacun doit s'adapter, il faut les saluer de ce point de vue. Mais j'ai entendu, Monsieur le ministre Hott, effectivement parler des initiatives fortes que son pays est en train d'entreprendre pour changer la donne. Je m'en félicite. Et effectivement, la ZLECA est peut-être la réponse aux faiblesses constatées aujourd'hui et surtout à l'ambition de transformation rapide du continent. Je me réfère au titre de notre discussion. Je pense que c'est comment préserver les intérêts de l'Afrique. De ce point de vue, si vous m'accordez 30 secondes, j'ai juste envie de dire que oui, quand Monsieur le ministre, tout à l'heure, sur la dette, dessine comme ça quelques pistes pour changer la donne, notamment des véhicules à mettre en place pour améliorer le taux d'emprunt des États africains, j'ai envie de dire en réalité, c'est de ce point de vue qu'il faut prendre le sujet. En 1996, la question posée la première fois du PPTE dans un contexte où les pays croulaient sous le poids de la dette parce que détérioration du terme de l'échange et autres. En 2005, de quoi s'agit-il? L'ONU venait de décider des objectifs du millénaire pour le développement, donc repenser complètement l'évolution de l'Afrique. Je pense que sous prétexte, et je dis bien, je pèse mes mots, sous prétexte du Covid, Monsieur le ministre Hott et ses homologues devraient effectivement engager une réflexion profonde sur leur ambition de transformation effective et rapide de l'Afrique, mais en pensant complètement les choses, c'est-à-dire un paradigme. Quelle est la part de l'Afrique? Ce n'est pas l'Afrique pensée par les autres, c'est l'Afrique pensée par les dirigeants africains, quitte à casser les codes. Parce que ce que nous découvrons à nouveau dans le contexte de cette pandémie, c'est qu'il n'y a pas de règles. Chacun fait selon ce qui l'arrange à un instant T. C'est-à-dire, ce qui était des dogmes auxquels on ne pouvait pas toucher, on les touche et c'est sans état d'âme. Il faut que les dirigeants africains s'approprient ces réalités, c'est-à-dire qu'on prend ses responsabilités comme dirigeants politiques et on envisage les chemins nouveaux à emprunter pour à nouveau installer l'Afrique au centre du jeu, mais du point de vue de l'Afrique. Donc, je ne peux qu'encourager Monsieur le ministre Hott à aller jusqu'au bout des idées fortes qu'il a bien voulu partager avec nous ici. Merci beaucoup, Monsieur Agbo-Ibor, pour votre intervention. Et on ne le répétera jamais assez, hein. Il faut trouver finalement des solutions africaines pensées par les Africains, puisque, après tout, eh bien, seuls les Africains connaissent les réalités de l'Afrique. Merci beaucoup. Et ceci met un terme donc à notre discussion et on passe sans plus attendre aux questions que vous nous avez envoyées. Voici une question proposée par Serge Conan, qui est directeur des services de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la CGECI. Monsieur Conan demande, peut-on envisager une gestion mutualisée de la dette africaine à l'image de ce qui vient d'être réalisé en Europe? Quelles pourraient en être les grandes lignes d'intervention? Et je me tourne vers vous, Désiré, s'il vous plaît, pour y répondre.
Voulez-vous que je repose la question peut-être? Peut-on envisager une gestion mutualisée de la dette africaine à l'image de ce que vient de réaliser l'Europe? Quelles pourraient en être les grandes lignes d'intervention? Merci pour cette question. Concernant la dette africaine, malheureusement, nous ne sommes pas dans le même cas de figure que l'Union européenne. Vous avez ici une entité coordonnatrice très forte et cette entité peut, dans ce cas-là, prendre des actions. Ici, nous avons une pluralité d'acteurs, que ce soit des acteurs bilatéraux, des acteurs commerciaux ou même les banques multilatérales de développement. Donc, cette action mutualiste, si je peux utiliser ce terme, c'est plutôt ce que nous, la Banque africaine de développement, ou ce que j'ai vu la Commission économique pour l'Afrique faire, c'est de venir de l'avant avec des solutions, les deux solutions que Amadou a proposées au départ, qui a été discutées au niveau des ministres des Finances africains et au ministre des Plans africains, de créer ce type de véhicule. Donc, nous sommes vraiment dans une situation et dans un contexte différent, et j'ai un peu de réticence à tirer une ligne et dire que ces solutions peuvent être répliquées. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais, Anne-Marie, si vous permettez, je voudrais juste aussi rajouter qu'on pourrait éventuellement envisager ce genre de solution, même si c'est plus compliqué en Afrique, mais en se focalisant sur des espaces régionaux déjà. Par exemple, l'UEMOA, on partage la même monnaie, on a des critères de convergence, c'est des économies quand même qui font plus qui ont plus de relations en fait entre elles. On pourrait l'envisager, pourquoi pas, tiré par le Sénégal et la Côte d'Ivoire un jour, mais ça prend du temps, il faudra y travailler, mais pourquoi pas. Merci beaucoup. Et Monsieur le Ministre, voici une question qui vous est adressée directement. Elle est envoyée par Abdou Diao, qui est journaliste au service économie au Soleil de Dakar. Ne faudrait-il pas davantage miser sur la mobilisation de ressources domestiques pour minimiser les fluctuations des taux de change et autres risques pouvant rendre le coût du crédit plus cher? Absolument, ça fait partie des objectifs stratégiques de tous les États africains. Mobilisation des ressources internes d'abord côté fiscalité, côté recettes de l'État, en élargissant l'assiette fiscale, ça c'est le premier objectif. Et deuxième objectif, c'est de mobiliser également l'épargne nationale, la convertir en une épargne à des financements à long terme. Et d'ailleurs, ce que le Sénégal va également essayer de faire pour la relance économique, en créant par exemple un fonds commun de placement long terme pour prendre des participations aux côtés du secteur privé dans des projets structurants, des projets PPP, donc qui sont moins risqués, qui peuvent mobiliser donc l'épargne nationale. Et le troisième volet aussi, c'est mobilisation des ressources internes en convertissant par exemple les transferts des migrants, pas seulement en consommation courante, mais en essayant de convertir une partie en investissement long terme, par exemple à travers ce fonds commun de placement ou à travers des obligations diaspora bond. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à tous nos panélistes, bien sûr, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour cette discussion plus que pertinente en ces temps donc, de pandémie. Merci d'avoir bien exposé pour nous tous les éléments décideurs donc, de cette question pour qu'enfin, eh bien, l'Afrique puisse briser ce cercle vicieux d'aller taper aux portes tous les 10 ans. Merci beaucoup. Je remercie tous nos participants d'avoir suivi ce webinaire. Il sera bientôt disponible en replay et vous recevrez d'ailleurs un email très prochainement pour pouvoir le visionner et puis pourquoi pas le partager bien entendu. C'est également, je le rappelle, le dernier d'une série de 6 webinaires entièrement consacrés aux dirigeants d'entreprises opérant en Afrique autour donc des conséquences de la Covid-19, est organisé, bien sûr, je le rappelle, une fois de plus en partenariat avec le cabinet d'avocats international Assafo & Co. J'ai été absolument ravie, messieurs, dames, de vous accompagner tout au long de cette série. Alors, sachez que l'Africa CEO Forum vous proposera eh bien, une nouvelle série de webinaires
webinaire dès début septembre et bien sûr, vous recevrez très prochainement tous les détails. Ils seront également disponibles sur le site de l'Africo CEO Forum. On lance également le Family Business Summit. Voilà, vous voyez l'affiche actuellement. C'est un événement digital qui regroupera, tenez-vous bien, 300 des familles les plus influentes du continent. Cela se tiendra le 1er et le 2 octobre prochain. Alors, si vous travaillez en Afrique, en Afrique et en famille, eh bien, inscrivez-vous au travers du lien qui apparaît sur vos écrans. Et dépêchez-vous, je dois le dire, parce que les places sont limitées. Alors, si par contre, vous voulez nous recommander une entreprise familiale, vous pouvez le faire. Il suffit juste de nous envoyer un petit email à l'adresse suivante, familybusiness, en un seul mot, @theafricaceoforum.com. Et sachez, bien sûr, je l'ai répété tout au long de ce webinaire, votre avis compte énormément pour nous et vous recevrez très prochainement également dans vos emails un petit questionnaire à remplir pour nous dire tout simplement ce que vous avez pensé de ce webinaire. Je tiens à remercier une fois de plus nos illustres panélistes, à commencer bien entendu par vous, monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Merci beaucoup. Merci à CEO Forum aussi. Merci. Merci. Merci à vous également, monsieur Pascal Agboibor, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je remercie également monsieur Désiré et je vais me lancer. Je vais essayer de tenter de prononcer vos noms de famille. Venkatala Chelum, merci beaucoup d'avoir été parmi nous également. Nadine Tinen, Samir Gadio et Adrien Guidé. Au revoir, à bientôt, je l'espère. Je suis Anne-Marie Diaz-Borges. Bonne fin de journée à tous.